Tout de suite. Midi 13h, Débat première. Bertrand Haine. Faut-il arrêter de prendre l'avion ? Voilà la question du jour. À la base de cette question, il y a une carte blanche publiée par Olivier de Scutter, professeur à l'Université catholique de Louvain, membre du comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'ONU. Et après des années à parcourir le monde, il s'est engagé à ne plus prendre l'avion, afin, dit-il, d'être cohérent avec son engagement pour la transition écologique et sociale. Olivier de Scutter prend donc le train et le vélo, ne prend plus l'avion. Et cette posture pose la question de la responsabilité individuelle face à des changements globaux comme le changement climatique, mais aussi évidemment la question du transport aérien. Actuellement, un parcours entre Bruxelles et Rome coûte moins cher qu'en train ou qu'en voiture, en bonne partie parce que le kérosène n'est pas taxé. Faut-il rendre le prix de l'avion plus cher? Est-ce juste socialement, éthiquement? Avec nous pour en parler, Olivier de Scutter, bien sûr. Bonjour Olivier de Scutter. Bonjour. Et Waldo Cerdan, qui est expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur. Bonjour. Waldo Cerdan. On va peut-être commencer par vous, Olivier de Scutter. J'ai déjà essayé de décrire un petit peu les raisons que vous explicitez dans cette carte blanche de votre choix. Mais ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, que vous renoncez en partie de votre carrière internationale, au niveau européen sans doute. Au niveau mondial, on vous voit peut-être moins aller en Argentine ou en Chine comme avant, via bateau, etc. C'est donc vraiment un renoncement, on peut le dire comme ça pour vous ? Oui, après beaucoup d'années d'excès, je considère qu'on peut faire beaucoup de choses à partir de son rayon d'action que permet le train ou les transports doux. Et mes bases sont en fait sur mes matières Genève et Rome, donc ce sacrifice est modeste dans mon chef. Mais c'est vrai que les voyages en avion me paraissent aujourd'hui une aberration, étant donné la croissance de l'impact du trafic aérien sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, et la nécessité aujourd'hui de penser la transition écologique, non seulement à travers les négociations intergouvernementales et les initiatives que prennent les entreprises, mais aussi à travers la responsabilité que chacune, dans notre domaine, nous pouvons exercer. Oui, vous expliquez avoir fait une expérience de dissonance cognitive entre vos convictions, qu'il faut agir rapidement de manière importante en matière de lutte contre les changements climatiques, et votre style de vie. Vous avez été notamment rapporteur pour le droit à l'alimentation de l'ONU, vous avez encore aujourd'hui un mandat à l'ONU, qui vous obligeait à parcourir le monde en avion. Et ça vous a paru à un moment donné insupportable, quoi. Voilà, vous aviez une dissonance cognitive, on l'appelle comme ça. Oui, c'est une forme de souffrance psychologique bien documentée par les psychologues. Comment on va le dire. On reçoit toute une série d'informations qui annoncent que nous sommes sur des trajectoires non durables comme société, et en même temps, nous sommes dans des routines dont il est très difficile de se départir, des habitudes, en partie en raison de la pression familiale et sociale, en raison aussi de ce que peu d'employeurs tolèrent qu'on exerce cette espèce d'objection de conscience écologique que j'appelle à reconnaître. Et donc, on est coincé dans des habitudes. Et c'est la source d'une difficulté, d'une souffrance, parce qu'on ne veut pas être complice. Je pense qu'il est parfois important de tirer les conséquences de ces dissonances et d'être plus cohérent avec les valeurs qu'on professe. En tout cas, cette carte blanche qui est parue notamment dans la Libre, si je ne m'abuse, Olivier de Scutter, elle a fait beaucoup réagir parce que depuis qu'on a mis le sujet en ligne, on a eu des centaines d'interventions des auditeurs qui vont dans des sens un peu différents, mais enfin très largement plutôt pour vous soutenir en disant qu'il y en a marre et qu'il faut assumer une politique plus cohérente en matière de transport aérien. On va donc faire aussi bonne place à vos commentaires dans cette émission. Mais avant, on donne la parole à Waldo Cerdan, qui est donc expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur. Alors, dans votre vie, vous avez décidé, Waldo Cerdan, de faire des études de philosophie, et vous avez mis un mémoire en philosophie sur cette question éthique de la question du transport aérien et des gaz à effet de serre. Alors, peut-être d'abord un élément ou deux de contexte. Aujourd'hui, le transport aérien, en matière de production de gaz à effet de serre, ça représente combien ? Eh bien, disons que on parle de 3%. Après, on peut discuter de ce pourcentage parce que les gaz émis à haute altitude n'ont pas exactement le même effet. Donc, quelque part... Ils en ont plus ou ils en ont moins qu'un gaz ? D'accord. Plus. Donc, l'effet peut aller de 2 à 5 fois, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de consensus par rapport au chiffre. En tout cas, le chiffre est plus élevé. Par contre, ce qui est intéressant dans le secteur aérien, c'est qu'il est emblématique de ce que j'appelle une contradiction, je dirais, dans la stratégie de la lutte contre le réchauffement climatique. À savoir que, d'une part, on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part,
le secteur aérien, depuis déjà les années 60, a une progression qui est plus ou moins de manière constante de 2,5 fois le PIB. Et donc, on n'y est pas du tout. Je dirais qu'il y a une stratégie qui ne permettra pas de réduire les gaz à effet de serre. D'un autre côté, il ne faut pas fustiger l'avion. L'avion est un outil extraordinaire qui est un vecteur de développement économique. En même temps, je dirais par rapport aux médicaments, on dit souvent que les médicaments ne sont pas des bonbons. Alors l'avion, ce n'est pas un médicament, mais ce n'est pas un bonbon non plus. Il y a un fait, c'est que disons que le transport aérien concerne plus ou moins 70%, je dirais, de loisirs et de voyages, et donc dans un environnement fini, tel que nous le connaissons, la question se pose de savoir si finalement les Chinois et les Indiens ont le même droit que nous de prendre l'avion. Et si la réponse est oui, est-ce que notre modèle transposé à la Chine, ça veut dire la densité du trafic aérien ou des États-Unis, est viable? La réponse, elle est non plus. Et donc, à partir de là, soit on dit aux Chinois et aux Indiens, cessez de prendre l'avion, parce que nous, de toute façon, là, pour le moment, on n'y arrive pas, ou alors il faut que nous le prenions moins. Donc, quelque part, cette question de la distribution, de l'accès à un bien social et la distribution des coûts de transition se pose. Et c'est sous une forme éthique qu'elle se pose, évidemment. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Descuter, sur la question éthique? Vous dites, d'un point de vue technologique, dans votre carte blanche, j'ai pas l'impression qu'on pourra rendre l'avion propre, l'avion solaire ou que sais-je encore, il fonctionne avec d'autres carburants non fossiles. Enfin, voilà, vous avez l'air de dire, vu qu'il n'y a pas d'horizon technologique d'un changement important, d'une rupture, la rupture, elle doit venir des citoyens, des consommateurs. Et en même temps, Waldo Cerdan dit, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un moyen technologique formidable, l'avion de découvrir le monde, qui a rapproché quelque part, on peut le dire comme ça, les hommes et les femmes dans ce monde, en permettant à pas mal de gens de voyager. Comment vous vivez ce dilemme aussi quand même, puisque l'avion, dans votre carrière, vous a permis aussi d'agir en faveur de vos convictions? Oui, bien sûr, c'est un dilemme, et je crois que la réalité de l'évolution telle que Waldo Cerdan, à juste titre, l'a décrit, c'est que nous avons aujourd'hui une utilisation de l'avion qui est réservée à une très petite proportion de la population mondiale. 2 à 3% de la population mondiale prend l'avion une fois par an. C'est donc une très petite minorité. Et au sein même de nos États, les États des pays de l'Union européenne, c'est environ 15% de la population qui est responsable de 75% des émissions liées au transport aérien. Donc, cela reste le privilège d'une petite caste. Le problème, c'est que la croissance du trafic aérien est une réalité, que les classes moyennes dans les pays en développement commencent à prendre de plus en plus l'avion, et que le développement à l'échelle planétaire des modes de vie occidentaux est absolument inconcevable. Ce n'est pas soutenable. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut nous imposer des limites, qu'il faut que nous agissions de manière responsable, que nous réduisions notre utilisation de l'avion uniquement à ce qui est nécessaire et utile. Oui. Et c'est vrai que les 3,7 milliards d'utilisateurs annuels de l'avion, c'est pour l'essentiel, pour du loisir, pour de l'exotisme. Et ceci doit absolument cesser. Ça ne cessera cependant que si l'on favorise aussi les autres modes de transport et si le prix du billet d'avion reflète la réalité des coûts environnementaux que celui-ci impose. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, et on revient à la question que vous évoquez, c'est celle du prix du kérosène, de la taxation de l'avion comme du transport maritime, qui échappe en fait à tous les accords internationaux. Alors, parole à nos auditeurs, je vous ai dit, ils sont vraiment des centaines à nous avoir contactés, notamment via l'onglet « Contactez-nous » de la page internet du site internet de la Première. Et c'est notamment le cas de Michel Giacomelli qui nous dit « Ça fait des années que nous ne prenons plus l'avion par choix écologique. La question est complexe, mais l'avion devrait rester un moyen de transport exceptionnel », sur quoi il vous rejoint plus ou moins tous les deux. Michel, il est aberrant écologiquement qu'il coûte moins cher que le train pour les petites excursions éclairs. Une des mesures élémentaires serait de taxer le kérosène. Il faudrait aussi développer notamment les trains de nuit et sans doute apprendre à vivre un peu plus lentement et plus localement. Voilà ce que nous dit Claire et Michel Giacomelli. Waldo Cerdan, là-dessus, qui va décider, je reprends l'expression, nécessaire et utile, c'est ce que vous disiez, Olivier Descuter, qui va décider quel est un trajet nécessaire et utile? Alors c'est vrai que des taxes sur le kérosène, ça pourrait se décider, ça renchérirait le prix de l'avion, ça n'empêcherait pas que ceux qui ont plus de moyens pourraient continuer à le prendre 100 fois sur l'année s'ils le veulent. Comment est-ce qu'on va décider qu'il faut réserver l'avion à ce qui est vraiment utile? Mais c'est là tout le défi, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, et dans la mesure où je dirais que s'il y a bien un secteur qui est mondialisé, c'est celui du transport aérien. Donc ce qui
pose la question, parce que le défi est de pouvoir concilier, je dirais, efficacité économique et équité. Et donc, à défaut d'avoir un organisme mondial, forcément, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accord de coopération qui s'établisse sur un socle normatif commun. Et là est tout le grand débat et tout le grand défi. Après, il y a des pistes. Par exemple, vous parlez du kérosène. Il y a des actions qui peuvent être prises rapidement, et puis il y en a d'autres qui sont plus complexes, qui sont celles de la répartition d'un accès et d'un coût. Mais le kérosène, il faut comprendre que l'origine de l'absence de taxes au kérosène remonte à la création de l'OACI en 1944, où finalement, dans son préambule, l'organisation dit que finalement, les échanges entre les États, le voyage, va favoriser la relation entre les hommes et la paix. On peut imaginer que c'est tout à fait compréhensible. Dans une époque où le transport commercial n'est pas très développé, forcément, il faut des stimulants. Et donc, le fait qu'il ne soit pas taxé était un stimulant, je dirais, pour pouvoir le développer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même configuration. Le problème, c'est que là aussi, on peut difficilement imaginer l'Union européenne qui décide de taxer le kérosène alors que les Émirats arabes ne le font pas. Donc, ça veut dire que c'est une décision ou mondiale ou qui n'existe pas. Mais on pourrait imaginer qu'elle soit taxée et que l'argent récolté soit utilisé directement, par exemple, pour les coûts de transition qui sont imposés à des pays qui sont beaucoup plus fragilisés, par exemple. Par exemple. Un autre message de Georges qui nous dit... Ah non, c'est pas Georges, c'est Marie-France sur la page Facebook de la RTBF Info. Marie-France Petit, elle nous dit « Je ne prends l'avion que rarement, une fois tous les 3 ans, mais avant de punir encore la classe moyenne, il vaudrait sans doute mieux arrêter d'importer des biens de l'autre coin de la planète. Qu'a-t-on besoin de retrouver du bœuf argentin, de l'agneau néo-zélandais, du raisin d'Afrique du Sud dans nos assiettes? Ne plus prendre l'avion alors qu'Alibaba débarque à Liège pour son plus grand profit, nous dit-elle, point d'interrogation. L'exemple doit venir d'en haut et pas l'inverse. Voilà, Marie-France, un premier argument, c'est de dire, oui, c'est la classe moyenne, celle qui a pu accéder à un certain confort de vie qu'on va pénaliser, qui pourra peut-être moins voyager si on renchérit le prix de l'avion. Il faudrait peut-être d'abord parler du commerce mondial. Tiens, Olivier Descuteurs, je vous la lance, cette question. Oui, mais les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Évidemment, il y a beaucoup de commerce mondial redondant, et la croissance du trafic aérien est due en grande partie au développement de l'e-commerce. Notamment Alibaba à Liège, c'est une vraie question. D'ailleurs, beaucoup on se l'est posé dans cette émission. Est-ce que c'est vraiment un choix moderne et contemporain? Oui, écoutez, le développement des aéroports de Charleroi et de Liège, qui est souvent présenté comme une opportunité économique pour la Wallonie et comme la source de création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects dans chaque cas, à mes yeux, relève d'un choix un peu passé, si vous voulez, d'un monde qui n'est pas le nôtre, où l'on sait que les ressources sont limitées. Et je crois que si on taxait le kérosène à, par exemple, 33 centimes du litre, et que l'on imposait une TVA, par exemple, à 15% sur des billets d'avion, on dégagerait des moyens financiers considérables, 17 milliards d'euros pour l'Union européenne, simplement en ayant une TVA sur les billets d'avion, permettant de financer des emplois de qualité pour financer la transition verte écologique. Donc, je crois que ce dilemme entre développement économique, création d'emplois d'une part, et d'autre part, imposition plus forte sur les voyages aériens, n'est pas un véritable dilemme. Tout dépend du type de développement que l'on veut encourager. Et puis d'ailleurs, vous expliquez dans votre carte blanche qu'aujourd'hui, vous vous rendez à Rome pour une conférence ou à Genève, ça vous coûte plus cher, c'est quasi un choix de luxe, ça vous coûterait moins cher de prendre l'avion. Évidemment, vous comprenez aussi que beaucoup de gens choisissent la voie la moins chère, tout simplement, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. C'est paradoxal de prendre le train. Mais c'est pour ça que si on rend ça possible, c'est pour ça que la responsabilité individuelle n'est pas la panacée. Non. Et évidemment, il faut que les politiques fassent sérieusement leur travail, qui est de faciliter les choix qui sont aussi les plus responsables. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je constate que l'écart entre les tarifs que pratiquent les sociétés aériennes et les chemins de fer s'accroît, et ceci parce que les politiques n'assument pas véritablement leurs responsabilités. Et je crois qu'il est indispensable que les incitants économiques s'alignent sur ce que l'on prêche aux gens. Allez, on continue ce débat. Faut-il arrêter de prendre l'avion pour lutter contre les dérèglements climatiques? À suivre encore Waldo Cerdan, Olivier Descuteurs et vos interventions sur la page Facebook de l'RTBF Info. La première, à tout de suite. Midi 13h. Débat première. Sans curiosité, vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Merci, c'est gentil, mais je peux pas plutôt avoir celui avec l'emballage Fnac, là? Fnac, libérez votre curiosité. On connaît peu les médicaments biologiques. Pourtant, ils sont utilisés chaque jour pour traiter le diabète, par exemple. Les médicaments biologiques sont de qualité, sûrs et efficaces. On connaît peu les médicaments biosimilaires.
Pourtant, ils sont utilisés chaque jour pour traiter le diabète, par exemple. Les biosimilaires sont de qualité, sûrs et efficaces. Cela vous semble similaire ? Normal. Les médicaments biologiques et biosimilaires sont similaires. Sauf que les biosimilaires, ils ont un effet positif sur notre système de soins de santé. Plus d'infos sur médicamentsbiosimilaires.be. Base présente les aventures de... Il est fort. Ouais. Il est beau. Merci. Il est un héros pour des milliers de personnes. Moi je les compte plutôt 1 giga. Il a accompli des missions périlleuses au péril de sa vie. Oh, n'exagérons rien. Pour lui, aucun data ne peut être abandonné à la fin du mois. Il est... Data Doggy Bagman. Et sa mission... Chez Base, pour 20 € par mois, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux et 3 gigas. Et comme toujours, j'emmène vos restes de data au mois suivant. Conditions sur base.be. Base. À la fois responsable de magasin et livreuse, elle sait tout faire. Elle, c'est Marie-Paul. Marie polyvalente, vendeuse de primeurs. Elle a plus d'une corde à son arc avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé de 20 aides à la conduite et de la navigation connectée. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en 2 longueurs à partir de 129 € par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Aldi est ce que certains en pensent. Certains se disent encore « Oh, pour les fêtes, non, je peux quand même pas servir des produits Aldi à mes invités. » Chez Aldi, on leur répond « Et pourquoi pas ?» Pour les fêtes, nous étoffons notre assortiment avec la gamme Excellence et ses produits exquis tels que des champagnes, des huîtres et autres délicatesses. Le tout au meilleur prix, bien sûr. Vous ne le croyez pas ? Regardez vite sur aldi.be ou en magasin. Étonnez-vous et épatez vos invités. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première présente, Karim Baghili. Découvrez un univers musical envoûtant où la beauté du oud traditionnel rencontre les envolées du rock progressif. Le 20 décembre, à la Ferme du Biérot. Infos et réservations, fermedubiérot.be, avec la Libre Belgique et TVcom. La Ferme du Biérot, la maison de toutes les musiques. Débat première. Bertrand Haine. Faut-il arrêter de prendre l'avion ? C'est la décision en tout cas d'Olivier de Scuter, professeur à l'UCL qui est avec nous. Il nous a expliqué ses choix, pourquoi il a décidé à 50 ans d'arrêter de prendre l'avion alors qu'il l'avait pris beaucoup dans sa carrière qui était en bonne partie internationale. Vos interventions, elles sont très nombreuses. Adriane Maurice nous a écrit via l'onglet « Contactez-nous » du site de La Première. Pouvoir se passer de l'avion est un luxe en soi. Se permettre d'aller en Italie par exemple en train met beaucoup plus de temps. Donc les gens doivent prendre plus de congés. Quand on a 20 jours par an à prendre, en prendre 2 supplémentaires pour un déplacement, c'est un luxe. Et puis ceux qui souhaitent se rendre dans les contrées plus lointaines, c'est aussi une ouverture sur le monde, sur des cultures différentes. Et ces pays vivent souvent de tourisme. Comment se rendre en transport en commun à Bali ? Par exemple, les voyages au Népal m'ont appris à voir le monde différemment et à changer mon mode de consommation. Donc, les voyages en avion que j'ai faits ont eu un impact positif sur l'environnement à mon niveau, nous dit Adriane. Voilà un témoignage intéressant. Il dit, moi j'ai pris l'avion et ça m'a finalement, ça a eu plein d'aspects positifs aussi, Waldo Cerdan. Oui, mais évidemment. Et donc, il est vecteur de progrès social, comme je le disais, de développement économique. Donc, il ne s'agit pas de négliger cet aspect. Il faut savoir que... Même culturel, dit cet auditeur, puisque même ça culturel. A permis de découvrir des cultures et qui s'interpénètrent. Absolument. Oui. Après, je dirais que le modèle en soi, je dirais que moi, je trouve ça extraordinaire, l'avion. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Vous avez été pilote toute voilà, votre carrière. Donc, et puis, j'ai toujours rêvé de l'être. Après, je suis aussi citoyen du monde, et puis on peut examiner la question sous un autre angle. Mais en réalité, le problème, c'est au niveau de ce qui est fait. Par exemple, les city trips, pour prendre cet exemple. Oui. Eh bien, city trip, c'est une combinaison d'un ticket d'avion bon marché avec un nuit d'hôtel, etc., et qui est un produit qui est mis sur le marché, non pas pour répondre à un besoin, mais pour stimuler une demande. Donc, dans un monde, je dirais, illimité, où il n'y a pas de problème, eh bien, moi, je trouve ça très bien, si les gens peuvent gagner leur vie. En revanche, s'il y a une contrainte temporelle et une contrainte de masse d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire la capacité de l'atmosphère à recycler du CO2, alors je dirais que ça prend une autre perspective. Bien sûr. Alors, le transport aérien génère plus ou moins 3 000 milliards de dollars par an. Donc, c'est conséquent. Et donc, quelque part, et là, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il ne s'agit pas de fustiger un mode de transport qui est celui par les airs, parce que, quelque part, il est révélateur d'un comportement plus global de notre société. Parce qu'on oublie que les bateaux, par exemple, polluent beaucoup plus que les avions. Ils emploient un pétrole quasiment à peine raffiné. Personne n'en voudrait, je dirais, près de ses côtes. Et on n'en parle pas beaucoup. Donc, quelque part, je dirais que c'est révélateur
d'un mode de société. C'est ça qu'il faut repenser, sans exclure le fait qu'il soit porteur de progrès, comme cet auditeur vient de le dire. Oui. Olivier Descuter, je repose la question, on a déjà abordé ça tout à l'heure. Qui pourrait réguler au niveau politique, alors que le transport évidemment aérien est international? Waldo Cerdan nous disait qu'il n'y a pas de gouvernement mondial en la matière. Qui pourrait réguler, estimer que telle utilisation du transport aérien est correcte, telle autre est excessive? C'est quand même des questions compliquées. Et on voit déjà que sur la COP qui vient de se terminer en Pologne, on a des difficultés énormes à mettre, c'est presque 200 pays d'accord. On se dit que sur une question encore plus complexe que celle-là, on voit mal. Voilà, c'est ça, les perspectives de réguler. Oui, alors je crois qu'il faut faire une distinction très claire entre les vols internationaux, long courrier, qui ont un impact en termes de grammes d'équivalent CO2 émis par kilomètre et par passager nettement moindre que les courts courriers. Les petits vols intérieurs, déjà là-dessus on pourrait réguler par exemple. Les petits vols intérieurs à l'Union européenne, qui sont bien pire que les longs courriers, d'abord parce que le frottement de l'air dans les hautes altitudes est bien moindre et que c'est essentiellement le décollage et l'atterrissage qui consomment beaucoup de kérosène. Mais ces longs courriers internationaux posent le problème effectivement de la gouvernance mondiale. Et lorsque l'Union européenne, avec une directive qu'elle avait adoptée en 2008, avait voulu, à partir de 2012, imposer les vols venant dans l'Union européenne ou partant de l'Union européenne, la Chine, la Russie, les États-Unis surtout ont protesté et finalement l'Union européenne a malheureusement battu en retraite et a renoncé à imposer cette taxe en réalité. D'accord. Au niveau des vols internes à l'Union européenne peut faire bien davantage. Elle peut, sans rencontrer par définition d'objections internationales, imposer des taxes plus élevées sur les vols aériens à l'intérieur de l'Union européenne, et elle renonce à le faire uniquement en raison à la fois du poids des lobbies et en raison de ce que les vols intérieurs sont vus comme quelque chose de favorable, la mobilité étant par définition connotée positivement. Il faut cesser de croire que plus, c'est toujours mieux. Et ces city trips que à l'instant Waldo Cerdan évoquait ne sont absolument pas l'occasion de découvrir des nouvelles cultures ou de se familiariser avec les objectifs de développement. C'est simplement, comme une fois de plus Waldo Cerdan le disait, c'est imiter un mode de vie que l'on fait miroiter dans les publicités et avec des impacts extrêmement négatifs sur l'environnement. Donc je dirais que c'est là qu'il faut que la compétition entre le train et l'avion soit égalisée, et c'est là que les politiques ont une responsabilité immédiate d'agir. Oui, avec des auditeurs qui nous ont interpellés en disant, de toute façon, il y a aussi un autre problème lié directement à ça, c'est le tourisme de masse. On se retrouve à des milliers et des milliers de touristes à Barcelone, par exemple, ça n'est plus vivable. Alors, un auditeur nous a interpellés via l'onglet Contactez-nous de la première, c'est Yves Ligot de Charleroi, un message très intéressant. Il nous dit « Bonjour, encore une fois, en vous entendant, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le principe de taxes comme seule dissuasion dans le domaine de l'environnement. Et donc, au final, c'est en jeu de notre pure et simple survie sur cette terre. Un carburant taxé pollue tout autant qu'un carburant non taxé. Nous dit Yves, si les gens sont d'accord de payer plus, qu'est-ce qu'on va y gagner? Et s'ils ne sont pas d'accord, la mesure sera vue comme dualisante et les gens casseront tout pour se faire entendre. Il pense évidemment aux gilets jaunes. Pourquoi ne pas envisager de réelles interdictions en la matière? On ne prend plus l'avion en dessous de telle distance. Point. Comme ça, pas de fossé entre les riches et les pauvres. Merci Yves pour ce message très intéressant. Waldo Cerdan. Oui, c'est une question tout à fait pertinente sur la question de la taxe. Alors, il faut savoir que, d'une part, l'élasticité de la demande à des taxes, elle n'est pas très très forte. Donc, effectivement, il faut augmenter les prix très fort pour avoir une incidence. Et il faut le savoir exactement quel est l'objectif d'une taxe. On peut avoir deux objectifs. Soit modifier un comportement. C'est la taxe environnementale au sens pur. Par exemple. Oui. Soit trouver des ressources qui peuvent être utilisées. Donc, par exemple, on peut dégager des ressources, mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que si vous mettez une taxe sur les billets d'avion pour changer le comportement, il ne s'agit pas d'augmenter le prix de 5 ou 10 euros. Ça ne va avoir aucun effet. Par contre, je dirais que si on veut dégager de l'argent, effectivement, sur la masse, ça va faire quelque chose. Et là, toute la question, c'est sur le travail que j'ai effectué en philosophie, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait cette répartition d'accès
et la répartition du coût. Alors, les positions tranchées en disant on interdit ici, etc. Mais par exemple, les vols courts, est-ce que c'est vrai que c'est sur quoi insistait Olivier de Scutter disait en disant le transport intercontinental, etc. Ça sera très compliqué, mais au niveau européen, on pourrait peut-être déjà interdire les sauts de puce, comme on en avait eu entre Charleroi et Liège. Par exemple, le ministre était intervenu à l'époque. Oui, tout à fait. Mais effectivement, par contre, il faudrait déjà commencer par lisser cette distorsion de compétitivité entre les différents modes de transport. C'est pas normal qu'un billet de train coûte plus cher pour aller de Liège à Bruxelles que de Bruxelles à Lisbonne. Ça veut dire qu'il faut aussi développer alors des alternatives ferroviaires, etc. Il y a sérieuses fois qui nous ont dit d'abord, avant de taxer, s'il vous plaît, qu'on ait la possibilité d'aller vite en train jusqu'à Barcelone. Effectivement, je dirais que ça demande une politique beaucoup plus globale qui n'existe pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est nul, vraiment nul. Il n'y a rien qui est vraiment fait depuis 30 ans. On en parle beaucoup, mais on ne fait rien. Et donc, il faut travailler sur tous les axes. Il y a effectivement le développement du transport, des alternatives, et ce qui n'empêche pas que, par exemple, s'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, on puisse se poser la question, est-ce que c'est justifié ou pas ? Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Ça, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Olivier de Scutter, là-dessus, sur la difficulté de solutions politiques. Waldo Cerdan nous disait, là-dessus, il faut le dire, c'est le terme qu'il utilisait, c'est nul, il n'y a pas eu grand-chose de fait ces dernières années. Vous avez beaucoup été, en tant que rapporteur du droit à l'alimentation de l'ONU, en contact avec différents gouvernements. Vous voyez bien comment c'est compliqué de gérer des questions au niveau international, en bilatéral, ou que ce soit dans des assemblées plus larges. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour notre capacité de réguler ce genre de questions-là ? Mais je crois que malheureusement, le low cost s'est imposé progressivement comme substitut à des politiques sociales qui protègent tous les ménages de la précarité et qui permettent de renforcer les pouvoirs d'achat des plus pauvres. Et ceci est inacceptable. Le low cost n'est de faible coût qu'en apparence pour le consommateur, parce que cela impose aux générations futures, comme aux contribuables, les externalités en économie, c'est-à-dire des coûts qui sont cachés. En fait. Des coûts cachés exorbitants. Et l'aviation est un exemple type de ce modèle de développement sur lequel il faut vraiment s'interroger. Merci Olivier de Scutter d'avoir été avec nous. Merci également Waldo Cerdan d'avoir participé à ce débat de midi. À suivre le 13h, bien sûr, et puis juste après, un jour dans l'histoire avec Laurent Dehausset. Il va nous parler aujourd'hui de mai 68 et se poser cette question. Et si De Gaulle et Daniel Cohn-Bendit s'étaient rencontrés ? Politique fiction qui s'annonce passionnante. Donc ça, ce sera juste après le grand journal de 13h. Il est 13h. L'info de la mi-journée vous est présentée par Anne Goderniaud. Bonjour Anne. Bonjour. Vote de confiance, un groupe de mots que se refuse de prononcer le Premier ministre. Charles Michel sera demain à la Chambre. En attendant, Conseil des ministres restreint cet après-midi pour faire le point sur les consultations de ces derniers jours. Et une question, que fera la NVA lors du vote du budget 2019 jeudi ? On décortique tout cela dans le journal. Dans le journal aussi, des précisions sur les prévisions de croissance de la Belgique établies par la Banque nationale de Belgique. Il est question de baisse, ralentissement aussi en ce qui concerne les créations d'emplois. Dans l'actualité à l'étranger, nous reviendrons sur cette vague de protestations contre le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie. Tous les partis d'opposition se retrouvent aujourd'hui à défiler sous la même bannière. Et puis un mot de la météo cet après-midi. Des éclaircies à l'intérieur du pays, tandis qu'à l'est, les nuages seront toujours bien